c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ces deux films. Je sais pas si Guy, tu veux dire quelque chose? Bonjour à tous. Merci Elsa pour l'invitation. Vraiment, déjà avant de parler du film, félicitations. Merci. Ton film. Faire un film c'est compliqué. Ton livre, excuse-moi. Je voulais dire faire un film c'est compliqué, écrire un livre ça l'est tout autant. Donc on peut l'applaudir je pense. Rien pour ça. Longue vie, plein de bénédictions, longue route quoi. Au livre et franchement respect. Au moment tu auras ce que tu mérites. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Moi je m'appelle Djigui Diarra et elle s'appelle Enrika. Voilà, donc on est acteur-réalisateur. Moi ça fait un moment que je me suis lancé dans le cinéma il y a 10 ans à peu près. Et bon, je suis passé à la réalisation, enfin j'ai toujours voulu réaliser, hein, mais voilà, les différents rôles que j'ai pu faire, etc., ça a un peu forcé ou accéléré le processus. Parce que à chaque fois c'était des rôles clichés où je devais faire le voyou. Voilà, justement mon premier rôle c'était dans la série Julie Lescaut, c'était à Barbès. Et voilà, moi je passe le casting, je suis trop content parce qu'on est une centaine à postuler, c'est moi qui ai choisi. Et puis j'ai très vite déchanté en fait. J'ai déchanté dans le sens où mon rôle c'était, voilà, je vois un blanc, je saute dessus quoi. C'était ça. Et je me suis dit, j'en avais parlé à mon agent, etc. Il m'avait dit, ouais, mais parce que t'as une belle gueule de voyou. Et je me suis dit, mais en fait, ça, on le proposait tout le temps. Nous, on est plus profond que ça, on est plus que ça, en fait. On est plus que ça. Et puis même, je peux faire un voyou, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il y ait de la psychologie derrière. Je donne souvent cet exemple, Tony Montana, c'est un voyou, mais voilà, il y a tout un cheminement, il y a toute une explication pour expliquer pourquoi il est comme ça. Il y a plein d'exemples de personnages de cinéma qui font de vilaines choses, on va dire, mais c'est expliqué. Et justement, c'est ça qui permet de nuancer. Mais là, c'était juste un truc monolithique. C'était, voilà, on me parachute après, je sais plus où, on m'enlève la boucle d'oreille, ouais, c'est bon, tous les noirs vous ressemblez, allez, mets la capuche et puis c'est bon. Voilà, c'était tout ça en fait. Je précise juste que dans la série, parce que tu m'as déjà raconté cette histoire, on t'a casté pour un rôle, et comme il manquait quelqu'un pour un autre rôle, on t'a enlevé la boucle d'oreille, ça t'explique. On t'a enlevé la capuche, on dit c'est bon, tu peux faire l'autre rôle. Voilà, exactement. Et moi au début, j'avais pas capté. C'est assez choquant. C'est chaud, mais moi au début, voilà, on se ressemble tous quoi, donc vas-y, allez-y. Et moi au début, j'avais pas capté parce que j'étais content, c'était mon premier rôle au cinéma, etc. Et après, c'est le soir, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même ce que je viens de vivre et ce que je viens de faire aussi, parce qu'en règle générale, dans la vie de tous les jours, j'essaie de me déconstruire sur certains sujets et de combattre les clichés et tout ce qui va avec. Et là, j'avais l'impression de trahir les gens, de me trahir moi, de solidifier les clichés auxquels je fais face dans la vie quotidienne. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, maintenant je vais jouer que dans des films ou postuler en tout cas à des projets où bah, vas-y, le script me correspond. Et où ça va au-delà d'un fantasme qui peut être apparent. Donc voilà, j'ai fait mon premier film La Tout pour elle en 2015 avec la Fémis, voilà, qui a eu, Dieu merci, un bel écho, si on peut dire ça comme ça. Et après, par la suite, j'ai fait Malgré eux que vous venez de voir. Et c'est vraiment le film qui, comment dirais-je, m'a mis sur la carte, on va dire, d'une certaine manière. Et ce film, j'aurais jamais pu le faire sans les gens de chez moi, Grigny, dans un premier temps, mais aussi les gens des quartiers, et même des personnes qui venaient pas de quartier, parce qu'à partir du moment où ils ont su que le sujet c'était les violences policières, voilà, et ils m'ont donné tout le love, toute la force nécessaire pour faire le projet. Il y en a qui mettaient des 100 €, je les connaissais même pas. Et voilà, c'est tout ça en fait qu'on a vu dans le film, c'est pas juste Djigui et sa bande qui font du cinéma, qui font des films, c'est tout ça en fait. On a donné de la voix, on a mis, comment dirais-je, des visages sur ces corps, sur ces personnes, sur ces frères et sœurs, mais c'est plus des mecs la plupart du temps, bah voilà, qui font la une des journaux quand ils rencontrent la police et que ça se termine de manière assez tragique. Voilà, on a mis des mots, on les a humanisés d'une certaine manière, et voilà, c'est aussi un bel écho, enfin, on fait beaucoup de festivals. On a été racheté par Canal+, et vraiment je pense que l'objectif a été atteint, c'était vraiment ça, de montrer
parfois dans nos cités, dans nos banlieues, comment ça peut être incandescent. Je l'explique comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même, parce que je suis allé dans le 95 une fois à Cormeilles, en Parisie et à Agendau. Et il y a une dame qui m'a dit, ah monsieur Diarra, merci. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit, bah nous on ne savait pas que ça se passait comme ça aussi. Parce que voilà, c'est des gens qui s'abreuvent que de chaînes d'infos en continu et de films. Voilà, de films également, pas que BFM, CNews, etc. La plupart du temps, quand il y a des films, il y a des personnes racisées, voilà, d'origine noire, africaine ou maghrébine la plupart du temps. Après, il y a les autres communautés aussi. Mais c'est les deux les plus visibles, on va dire, d'une certaine manière, où il y a les plus grands fantasmes aussi. Donc à chaque fois qu'il y a ces films où on apparaît, c'est selon le prisme colonial, c'est selon les fantasmes de ces gens, en fait. Donc je me suis dit, bon bah, je vais arrêter de postuler, courir après ces rôles. Voilà, je vais raconter mes histoires. J'aime beaucoup dire ça. On m'a dit chez nous, il y a un proverbe qui dit que tant que le lion ne raconte pas son histoire, il sera toujours perdant, parce que c'est le chasseur qui raconte à sa place. Et nous, si tu transposes ça, les gens de banlieue, pas que, parce qu'il y a les provinciaux, il y a... Voilà, tu peux élargir ça à toute personne qui est en marge de la société ou qui subit des discriminations. Levez-vous, racontez vos histoires, ne laissez personne les faire à votre place, faites pression sur le destin. Et toi, d'une certaine manière, c'est ce que tu as fait. À un moment donné, tu t'es dit, bon vas-y, j'ai assez, j'ai les armes nécessaires pour faire ce livre, j'ai toqué à plein de portes, vous voulez pas, ben, je vais quand même continuer. On a eu à peu près la même démarche tous les trois. Voilà, Dieu merci, c'est cool. Ouais, si je peux essayer de rebondir, merci. Je trouve ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement il y a des histoires qui existent voilà, sur les jeunes de banlieue, etc., ou dans les quartiers, mais c'est souvent à travers les médias, comme tu dis. Et ça, c'est problématique. Et les médias utilisent l'image, utilisent des mots. Donc moi, je trouve que c'est hyper important de se réapproprier le langage, etc. Tu sais, la patate, elle est tellement puissante que même nous, parfois, gens racisés qui subissons ces discriminations, on reproduit le même schéma cliché, en fait. Parce que voilà, je crois que tu veux dire un truc là-dessus. Ouais, il est là le danger, c'est que justement, donc tu parlais des médias, mais également le cinéma, parce que nous on est dans le cinéma, et la réalité c'est que beaucoup de films qui parlent de banlieue sont faits par des personnes qui ne connaissent pas la banlieue, et qui du coup cristallisent certains clichés, et en fait nous, tous les deux, avec Jiggy, on a pour ambition de récupérer voilà, de reprendre cette parole-là et pour montrer nous notre vision parce qu'on y est au quotidien. Et moi dans la casette je parle d'amour parce que j'avais constaté que très souvent, quand déjà, c'est pas souvent, la banlieue n'est pas souvent le territoire pour parler d'histoire d'amour, et quand c'est fait de façon très cliché, très agressive, dans la violence, etc. Et moi j'ai toujours vécu en banlieue et je vois des gens tout à fait normaux, qui font des histoires tout à fait normales. Et pourquoi on passe au cinéma? Pourquoi à chaque fois il faut toujours montrer qu'un profil de personnes de banlieue? Et ce que ça engendre surtout dans nos vies au quotidien et tout ce que ça perpétue en termes de stigmatisation. Et j'ai pas eu encore l'occasion de lire ton livre, je suis super pressée de le lire. Et j'en profite également, comme l'a dit Jiggy, pour te féliciter parce qu'on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui d'avoir un discours qui ne va pas dans le sens de tout ce qu'on nous montre en continu dans les médias, de parler d'une réalité qu'on vit au quotidien et dans quelque chose de vrai. À quel point c'est difficile d'aller au bout d'un projet qui se veut véritable, voilà, qui se veut conscient, et d'ensuite le soumettre au regard des gens. Donc, bravo à toi et force, longue vie à son livre, et j'ai hâte de le lire. Merci. J'avais juste deux petites questions. Après, je ne sais pas si des gens dans le public ont des questions sur les deux films. En fait, c'est un peu la même question. Je voulais savoir, Gilles, ton rapport à la boxe, aux arts martiaux. Et Enrica aussi, Chacha, est-ce que l'idée, tu peux choisir soit ton rapport à la Kizomba, je ne sais pas si tu veux nous le dire, soit pourquoi tu as décidé d'avoir un personnage qui faisait de la boxe et de détourner cette image du boxeur aussi. On va répondre en premier, vas-y. Alors, j'ai pas de rapport à la Kizomba, je danse pas la Kizomba, non, je ne sais pas danser, je fais beaucoup plus de boxe que de Kizomba en vérité, avec Jiggy qui de temps en temps me donne quelques leçons. Et pourquoi j'ai décidé de parler de danse, c'est tout simplement que j'avais envie
de casser un petit cliché, de donner une fausse direction et que les gens se disent « Ah bah tiens, ça pouvait être autre chose ». Et qu'en plus, comment dire, que les deux sont des sports et que les deux peuvent être compatibles. Voilà, une fille peut faire de la boxe, un mec peut danser de la quise sans pour autant perdre sa masculinité. Et là, le danseur aussi. Et voilà quoi. Merci. Moi, pour ma part, la boxe, tout ce qui est des arts martiaux, tout ça, c'est depuis que je suis petit. En fait, moi, mon amour pour le cinéma, il est né. En fait, c'est à cause et grâce à mon père, parce que moi, j'ai été souvent avec lui et tous les darons maliens, en Renoir en règle générale, les Maghrébins aussi, j'ai remarqué, ils regardaient à l'ancienne les films de kung-fu des années 70-80. Et c'est comme ça, en fait, que... c'est comme ça que ça a commencé le cinéma pour moi. Et aussi mon amour pour voilà, tout ce qui est les arts martiaux. Après, voilà, je me suis détourné de ça, j'ai fait beaucoup de choses, du foot, etc. Mais je suis revenu en tout cas, le sport qui me convenait le mieux en termes de dépenses d'énergie et même au niveau dépassement de soi, c'était la boxe thaï. Moi, j'ai juste, voilà, j'ai fait 2 combats, puis après j'ai arrêté pour le cinéma. Mais là, je me tâte à revenir bien comme il faut, histoire de, voilà, de s'entretenir. Et je me suis dit, je vais enrichir dans mes récits, des éléments de ma vie. Donc la boxe en fait partie. Et voilà, mettre ça en avant, que c'est pas juste quelque chose de bourrin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la boxe parfois, souvent, dans mes projets. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Je sais pas s'il y a des questions. J'imagine même sur comment ils ont fait leur film, ceux qui viennent de voir. J'ai juste envie de voir un film. C'est quoi? Faut que je le vois le film. Lequel? Est-ce que tu viens de voir? Ah ouais? Tu veux non mais c'est le film, c'était ça, c'est un court métrage. Il y en a un autre aussi, mais bon. Oui, bah oui, peut-être, c'est vrai que s'il n'y a pas de questions, on c'est peut... tout. Ah, c'est des tout petits... Oui, ça Ce sont des courts métrages. D'accord. C'est un film, hein, ça reste un film. Ouais, ça donne envie de voir la suite, quoi, tu vois. Mais souvent, on fait un court métrage, ça peut déboucher sur un long. C'est le cas de Tajli qui avait fait Les Misérables en format court avant de faire le long. Ah, ok. Donc affaire à suivre. En fait, Jiggy, pour compléter, c'est vrai que tu nous as confié tout à l'heure que tu étais sur un projet de long métrage. Et quand on voit tes courts métrages, c'est vrai qu'on se dit qu'on a envie de voir quelque chose sur le... Ah, ça donne envie de voir quelque chose vraiment sur du long terme. Il y a très peu de gens comme toi qui représentent avec une vision qui est proche de celle qu'on vit. Et même tes courts métrages, tu vois bien que c'est vrai qu'on est parti voir des films qui soi-disant devaient nous représenter. Et nous, on n'a pas cet humour quand des choses qui sont censées nous faire rigoler parfois dans les films sont tellement faites maladroitement qu'elles vont nous blesser ou elles vont plus nous heurter que faire rire. Mais toi, dans ton humour, là, on a vu à travers la salle, les gens s'y retrouvent vraiment. Donc franchement, bravo. Et c'est vrai que ça donne envie de voir tes projets sur du long terme, sur du long métrage. Exactement, le deuxième film, c'est celui d'Enrica, qui s'inspire de ma vie, d'une certaine manière, mais je suis... Qui est tourné aussi à Grigny, c'est ça? Toujours les 2 films que vous avez vus sont tournés à Grigny. Exactement. Et il y a une actrice de Barbès, notamment. Oui, ça, elle est en tournage en ce moment, elle est en tournage. Déjà, merci pour ta prise de parole. Ouais, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait. Moi, pour ma part, et Enrica aussi, ce qu'on fait pour ne pas, on va dire, montrer autre chose que la réalité, voilà, on a autour de nous des personnes qui vivent, par exemple, moi je côtoie beaucoup des familles de victimes de violences policières, des gens très engagés dans ce combat, et je pense que ça a été la béquille qui m'a permis d'être sur le bon chemin en termes d'intention et d'histoire et de scénario et tout ce qui va avec. Et pour ce qui est de la casette, elle répondra à ma place. Mais moi j'ai peut-être un élément de réponse, c'est que tout ça, ça découle d'une envie, d'un ras-le-bol en fait. À un moment donné, c'est bien de critiquer, on se reconnaît pas, puis après on s'est dit, à un moment donné, il faut que nous aussi on propose quelque chose. Et si ça fait mouche, bon, tant mieux, Dieu merci. Voilà. C'est bon.
Et juste, il y a Diane qui va nous rejoindre. Alors, s'il vous plaît. Ouais, merci. Donc Diane, c'est celui qui mène le combat Justice pour Ibo. Après, je sais pas si tu voudras présenter toi-même le combat. Et Ibo, c'était son petit frère qui a été, je vais te dire, qui a été tué par la police. Et merci d'être là, Diane. Merci, c'est un plaisir. Initialement, je n'étais pas prévu pour prendre la parole, comme Elsa et moi on avait décidé, mais je vois des belles choses. Donc déjà, merci à Elsa. Son livre, il est super et c'est une belle personne. Jiggy aussi, ça me fait plaisir de voir une personne issue de nos lieux de vie qui exerce dans un domaine dans lequel on ne voit pas trop et qui fait des bonnes œuvres, parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui traitent de nos lieux de vie, mais ils n'ont jamais mis les pieds, ils n'ont jamais dépassé le périph', donc ils ne savent pas de quoi ils parlent, et pourtant on leur donne tous les crédits. Sur les plateaux télé, c'est pareil, tous les consultants, ils parlent parfois même de précarité, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la précarité. Ils peuvent parler des violences policières alors qu'ils n'ont jamais subi de contrôle de leur vie. Donc aujourd'hui, quand je vois Jiggy et sa collègue, j'ai égaré son prénom, Enrica, mais d'ailleurs elle m'a dribblé parce que je ne m'attendais pas à voir un film comme celui-ci. Donc moi je suis toujours un peu perdu quand je prends la parole, parce que je suis toujours partagé avec le drame de mon petit frère Ibo et de toutes ces familles que j'ai connues depuis la mort de mon petit frère le 6 octobre 2019 à Villers-le-Bel. Je vois qu'il y en a beaucoup en fait des familles, et je vois que c'est toujours la continuité de ma famille. Quand je dis la continuité de ma famille, c'est que c'est des gens qui ont la même histoire que moi. C'est des gens qui ont la même origine que moi. C'est des gens qui sont comme beaucoup, comme parmi dans la salle. C'est des gens que je vois pas à la télé quand je paye les contribuables. Quand je paye la redevance télé à la fin de l'année, on dit du mal de toutes ces victimes de violences policières. Avant même qu'elles soient victimes de violences policières, on dit du mal de leur religion. On dit du mal de leur manière de s'habiller. Dans les films, justement, comme il vient de dire Jiggy, dans le rôle qu'on lui a proposé, c'est un film où, doucement, il devait être un mauvais garçon. Donc, quand tu es petit, tu regardes ça, tu grandis avec ça. Le boulot précaire dans les films de notre pays, ici en France, c'est toujours pour le raciser. Donc, le petit, il grandit comme ça, il est conditionné à se dire qu'il va avoir un boulot précaire. Et au fur et à mesure, comme ça, le cinéma, les médias, ils font le travail de l'État. Ils sont en train de créer la délinquance et la violence qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Pas seulement la violence des policiers, mais aussi la violence de voir ces lieux de vie abandonnés en fait. Le fait par exemple, de rester une heure ou une petite demi-heure devant BFM quand tu es racisé, que tu sors, tu vois ton voisin racisé, t'en as peur. Parce qu'on t'a tellement tambouriné le crâne en te disant que oui, elle porte le voile, donc du coup elle est issue d'un parti d'extrême, un parti musulman. Donc moi, mon petit frère, il s'appelait Ibrahima, tout le monde l'appelait Ibo. C'était un biker, c'était un semi-professionnel, il faisait de la bécane. Il faisait des clips, il faisait des pubs. Et donc le 6 octobre 2019, à 16h55, il avait fait une vidéo. Dans la vidéo, il disait je mets le casque, comme ça on ne pourra pas me le reprocher. Et il a mis la vidéo sur les réseaux. Elle y est encore, hein, si vous tapez sur YouTube ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver cette vidéo. Donc il était 16h55. Il était à Sarcelles et il devait aller s'entraîner sur un terrain où il était toléré de faire de la bécane. Et sur le chemin, il passe par Villers-le-Bel. Il passe par le même chemin où, je ne sais pas si vous connaissez l'Arami Maouchine. Est-ce que vous connaissez l'Arami Maouchine? L'Arami Maouchine, ils ont été tués par la police aussi, ils circulaient en moto, à Villers-le-Bel, en 2007. Entre-temps, les policiers, ils n'ont pas été condamnés, rien du tout. Sur le même boulevard, mon petit frère est passé de Sarcelles au lieu où il devait se rendre pour faire la bécane. Il y avait un contrôle de police. Et les témoins, parce que moi j'étais pas là, moi j'accuse personne. Juste je relate ce que j'ai pu constater de ce que les témoins ont pu me dire en vision directe, et aussi ayant porté plainte avec ma famille, on a accès au dossier, et dans ce dossier on voit de nombreux témoins qui désignent
les policiers comme étant auteurs de cette violence policière, qui disent que ces policiers ont attendu l'arrivée de la bécane de mon petit frère à la hauteur de leur fourgonnette et qu'ils ont envoyé la fourgonnette sur sa bécane dans le but de le tuer. Quand on voit la fourgonnette sur qui que ce soit, c'est pas académique. Et aussi j'ai pour souvenir qu'en 2017, je crois, François Hollande il avait créé une loi pour dire qu'à partir du moment où il y a des personnes qui utilisent leur voiture pour aller vers la police, ça devient une arme, du coup ça leur donne le droit de tirer. Cette loi elle vaut pour défendre les policiers, mais ces policiers ils utilisent la même chose pour tuer des jeunes. Il avait 22 ans. Il n'y a pas eu appel à la radio, ouais, on cherche Mesrine, ouais, on cherche un criminel. Non, ils ont entendu une bécane qui roulait et ils l'ont tamponné. Donc, de nombreux témoins ils disent que c'est les policiers. On ne considère pas le témoignage de ces nombreux témoins. Je vous rappellerai, je ne sais pas, pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas cette affaire, Malik Oussekine, en 86, je me rappelle bien, quelqu'un d'hier, comme pour tant d'autres, comme pour Cédric Chouviat, mais il a fallu qu'un témoin qui vienne contredire les propos des policiers. Ben, ce témoin-là, il avait une couche sociale différente des nombreux témoins qui ont témoigné à Villers-le-Bel. Est-ce que c'est pour ça qu'on lui a donné plus de crédit et qu'aujourd'hui on ne donne pas de crédit à ces témoins qui désignent les policiers comme étant les tueurs d'un jeune Français de 22 ans? Et au-delà des témoins, laissez-moi vous surprendre, il y avait 3 caméras. Sur les lieux des faits où les policiers ont tamponné avec la fourgonnette la moto de mon petit frère Ibo, il y avait 3 caméras. Le 6 octobre, ça fera 2 ans qu'on demande à voir ces caméras. Vous vous rendez compte, ces caméras, ils sont dans le bureau du juge. Lui, il les a vues, normal, il rentre chez lui, il est avec ses enfants, sa femme, normal. Son boulot, c'est ça, hein, c'est de faire régner la justice. Il a la preuve, comme quoi, si les policiers sont coupables ou innocents. Moi, je ne sais pas, je l'accuse pas. Parce que nous, en fait, les familles de victimes de violences policières, à partir du moment où on demande à avoir justice, on dit qu'on est anti-policier, on dit qu'on n'aime pas notre pays, juste parce qu'on veut savoir la vérité. Et ça glisse normal. Sur les plateaux de télé, on dit, oui, ces gens-là, ils n'aiment pas leur pays. Ces gens-là, ils sont contre la police. Mais moi, j'étais où avant qu'ils tuent mon frère? C'est eux qui ont tué mon frère. Aujourd'hui, la moindre des choses, c'est juste... Est-ce que là, vous voyez la haine en moi? J'accuse même pas, je veux juste voir les vidéos. Pourquoi ils ne me donnent pas les vidéos? À votre avis, si réellement dans ces vidéos, il y avait l'innocence des policiers, vous ne pensez pas qu'ils auraient déjà montré les vidéos? En évitant d'envoyer les vidéos, en évitant de montrer les vidéos, par contre, ils salissent mon frère, ils criminalisent, comme toutes les victimes de violences policières. À chaque fois, c'est la même histoire. Dès que tu es victime de violences policières, on te fait passer pour un criminel. On dit de toi que tu es Émile Louis, t'es Guy Georges, que t'es Mesrine, ainsi de suite. Ils ont dit que la bécane de mon frère, c'était une bécane volée. Or que mon petit frère, il avait du bif, il travaillait, on est plusieurs refs. La bécane, moi j'ai prouvé qu'elle n'était pas volée. Comment est-ce qu'un préfet peut communiquer pour dire qu'un citoyen français qui vient de mourir, au lieu de s'arrêter au factuel pour dire oui, il y a un citoyen qui vient de mourir, non, il veut travailler l'empathie des Français en leur disant il n'est pas comme vous, lui il méritait de mourir, c'est un voleur. Laissez-moi vous dire, même un voleur ne doit pas mourir. Les premiers voleurs, ce sont ceux qui sont à la tête de notre gouvernement. Ce sont eux les premiers criminels, parce que c'est eux qui créent la possibilité que ces policiers puissent tuer des innocents et faire des familles détruites. Ma mère, mon père aujourd'hui, ils se disent qu'ils auraient dû rester au village, là où ils ont quitté, en Guinée, on vient de la Guinée. C'est ce qu'ils disent eux. Mais moi je vais dire quoi moi? Moi mon village c'est Sarcelles, moi je viens de Sarcelles. Je vais aller où moi? Voilà, donc désolé d'avoir plombé l'ambiance, mais voilà, je voulais être en interaction avec vous et je le suis parce que je suis en bonne compagnie là, des filles charmantes,
un super gars qui m'inspire, et je sais qu'il inspire beaucoup de jeunes dans nos lieux de vie, parce que comme je disais, dans le cinéma ou quoi, on voit plus des Vincent Cassel, des Mathieu Kassovitch, mais on voit pas les Hubert, on voit pas les Saïd, alors que c'est les Hubert et les Saïd qui font les Vincent Cassel et Mathieu Kassovitch. Merci. Le 9 octobre. J'ai zappé, hein. Je suis désolé, j'ai jamais fini moi. Il y a une marche. Prenez vos agendas. C'est le 9 octobre à Sarcelles. Et franchement, quand vous venez, c'est pas pour gueuler ou quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez gueuler. Mais c'est un plaisir pour moi de voir des gens qui montrent de l'amour. Parce qu'en fait, mon frère, il ne reviendra pas. Mais quand on marche, on le fait vivre. Mon frère, aujourd'hui, il est plus présent que jamais. Je vais rendre la situation encore plus glauque. Il faut savoir, cette année-là, 5 mois auparavant, j'avais déjà perdu un autre premier petit frère. Il était mort d'une rupture d'anévrisme. Donc, faut savoir qu'on est vraiment anéanti. Et le 9 octobre, si je vois les personnes que je vois aujourd'hui, ça va me booster, ça va me permettre d'aller de l'avant. Parce que c'est vrai que ça... Tout à l'heure, j'ai entendu parler de stratégie de la part de Djigui. C'est comme à l'époque des gladiateurs. Spartacus est parti tout seul, ils n'étaient pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la stratégie. Aujourd'hui, ils sont plus forts que nous. Mais même eux, ils n'ignorent pas qu'on peut renverser la tendance par la stratégie et la conscientisation, par l'union, le 9 octobre à Sarcelles. Merci beaucoup. Merci. Déjà, à chaque fois quand j'entends ce témoignage, ça me... Voilà quoi. On peut renverser les choses par la stratégie, par l'union et aussi par l'intérêt que... Moi j'appelle ça des alliés. Nous on appelle ça des alliés. L'intérêt que portera des alliés véritables comme toi, qui peut-être de base ne sont pas concernés par la problématique, mais qui combattent tout autant, voire plus même parfois. Donc ce combat, comme pour le combat des droits des femmes, etc., il ne se fera pas sans des personnes qui ne sont pas concernées, mais qui mettent leur nez dedans en fait. Donc merci à ces alliés véritables, et t'en fais partie. Merci à eux. Merci. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu quand je parlais de la position du témoin dans le livre, etc. Et il faut savoir aussi que, donc, comme vous voyez, l'histoire de Libo est très très violente. Moi, c'est un drame qui m'a particulièrement marqué parce qu'en fait, je ne comprenais pas le traitement médiatique. J'avais beau regarder les articles qui expliquaient la mort d'Ibo et je ne comprenais pas où les journalistes voulaient en venir. Quelle était cette version policière? On n'y comprenait rien et comment on explique cette incompréhension, cette confusion, voilà ça que l'on cherchait. Pour moi, elle était là on purpose, comme on dit en anglais. Elle était là à propos, enfin c'était fait exprès en fait pour qu'on s'embrouille et qu'on finit par croire qu'il est effectivement mort d'un accident, alors que clairement c'est pas un accident. Voilà, après pour ceux qui liront le livre, donc il y a un chapitre qui parle de la mort d'Ibo. Il faut savoir que c'est un chapitre qui est assez violent, que j'ai eu du mal à faire accepter même par l'éditrice, mais qui pour moi était très 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 important parce que la mort d'Ibo symbolise aussi exactement ça, cette espèce de confusion médiatique, de confusion des discours qu'il y a autour de... On parle d'une personne qui est décédée en fait, donc voilà, je trouvais ça important de montrer que ces noms, j'espère, rentreront dans l'histoire d'une France meilleure. Merci pour ta lutte, Diane. C'était une belle contribution, la contribution d'Elsa, et le lien aussi que j'ai avec Elsa, c'est qu'en fait mon petit frère Ibo, il était aussi adepte de boxe. Il faisait beaucoup de boxe, et assez souvent quand il faisait la boxe, moi j'allais, parce qu'en fait depuis toujours je voulais faire la boxe. Mais j'ai jamais réussi à passer le cap, parce que je voyais s'envoyer des golden à droite et à gauche, j'avais un petit peu peur d'en prendre quelques-uns. Et lui, je voyais, des fois, il faisait des combats contre des mecs 2 fois plus balèzes que moi, et il tenait la route, et j'étais fier, en fait. J'ai aimé ça. Et puis, il faut savoir que le lendemain de sa mort, il y avait Sabri Argenteuil qui s'est fait tuer, je sais pas si vous savez. Le lendemain de sa mort, parce qu'en fait, Sabri, il roulait avec Ibo. Donc Sabri s'est fait tuer. Et après, quelques jours plus tard, je suis parti chez Sabri, à Argenteuil. J'étais dans la chambre de Sabri, et je me voyais comme dans la chambre d'Ibo. Parce qu'il y avait... des éléments de boxe, il y avait des gants de boxe, il y avait des posters de boxe, et comme je disais tout à l'heure, c'est toujours les mêmes qui se font tuer. Adeptes de boxe, adeptes de moto, je ne sais pas si vous connaissez aussi Cédric Chouviat, j'ai transporté ses enfants, Cédric Chouviat, notre victime de violence policière, Kei Kamara,
ses frères et roulent avec mon petit frère Ribo. Donc c'est toujours les mêmes personnes en fait, c'est ciblé, ce n'est pas anodin. Et parce que ce n'est pas anodin que c'est ciblé, on peut mettre fin à cette situation en fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ça? Il y a des micros là si tu veux. Il y a un micro là derrière toi, il y a des cartes. Micro portatif. Ouais, vas-y, merci. J'avais deux questions. La première, c'était sur le film, c'était pour Enrica, justement. Donc c'était par rapport à Jiggy. Combien de prises il a dû faire pour pouvoir réussir c'est pas de danse. Parce que quand même, moi je veux savoir le secret, je connais Jiggy. Là je me dis, il y a eu combien de prises? Après, de manière plus sérieuse, la deuxième question elle est pour Diané. Voilà, je suis ton voisin aussi. C'est déjà vu, on va dire, la première fois, malheureusement, dans des circonstances que tu connais. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles, on va dire, mon premier reportage que j'avais fait sur la mort d'Ibrahim Abba, c'est que le titre que j'avais choisi, il s'appelait Ibrahim Abba, parce que lorsque la personne victime de violence policière meurt, elle a quasiment plus d'identité. Soit c'est un délinquant, comme vous le dites, un criminel, mais on ne connaît même pas son nom, son prénom. Limite, on connaît son âge, mais c'est tout. Et je me dis, c'est important de rappeler le nom et l'identité de la victime, en fait, pour que les gens sachent qu'en fait, que cette personne, la personne qui est morte, elle avait un nom, un patrimoine, une histoire, et qu'elle représentait vraiment quelque chose. Moi, je voulais savoir comment tu arrives à tenir le coup lorsque tu vois certains médias comme de la Villardière sur M6. Il était parti faire on va dire une propagande anti-violence policière. Comment toi, tu arrives à tenir le coup? Même lorsque tu vois aussi d'autres films, comme Black Nord, on va pas parler, mais Black Nord, moi je l'ai vu. Et lorsque j'ai vu aussi des enquêtes journalistiques sur ce film, bah, pour moi, c'était volontaire, ils ont vraiment mis, ils ont ôté une réalité. Quoi. On a parlé des policiers comme si c'était des victimes, alors qu'en réalité, il y a plusieurs preuves qui montrent que c'était pas des victimes et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et que, même plus grave, la hiérarchie savait ce que ces policiers faisaient. Toi, comment tu arrives à tenir ça lorsque tu as toutes ces informations-là qui deviennent publiques? Bah déjà, il faut savoir que moi je n'étais pas conditionné pour vivre ce genre de choses, d'être là, parler en public et de répondre à des questions. Je suis pas structuré. Mais bon, concrètement, comment est-ce que je vois la chose? Je me dis que plus ils parlent de nous et plus ils sont en train d'essayer de nous salir, plus en fait ils sont en train de se rendre compte qu'on est là et qu'on veut plus se laisser faire. Avant, il n'y avait pas tous ces sujets sur nous, tous ces documentaires sur nous. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il va falloir qu'ils s'occupent de nous. Et comment ils s'occupent de nous, justement? C'est en faisant ce genre de documentaires qui sont faux pour des gens, en fait, qui connaissent notre vie qu'à travers la télé. Leur seule vision de nos lieux de vie, c'est Zemmour, c'est CNews, c'est BFM. Et ça, le gouvernement le sait. C'est pour ça qu'ils envoient des Bernard Malavédia et autres chez nous pour créer une réalité qui n'est pas celle que nous connaissons. Le film Malgré de Jiggy, qui disait tout à l'heure qu'il y a une dame qui le remercie pour le film parce qu'elle ne savait pas tout ça. En fait, moi, ce qui me choque, c'est pas le contenu du film. Parce que pour moi, le contenu du film, c'est presque banal. Depuis tout petit, je le vis. Mon petit frère s'est fait cartonner le 6 octobre 2019, mais moi, je me suis déjà fait cartonner, j'étais mineur. C'est dans les années 90. Donc, pour moi, ce qui me choque, c'est que les gens soient choqués, alors qu'on est dans le même pays. J'ai des voisins, j'ai des mecs j'ai des potes avec qui j'ai grandi, ils ne sont jamais fait contrôler de leur vie, alors qu'on habite au même endroit. Et ça, Bernard Malavédia, il ne va jamais le dire à la télé. Parce qu'il sait que c'est contre-productif pour l'idéologie du gouvernement. Donc, moi, je prends cette hérésie des médias comme quoi, comme motivation, sur ces motivations, pour me dire, on est bien là. Ça veut dire, on leur fait peur. C'est pour ça qu'ils s'occupent et se préoccupent de nous, en parlant de nous, et en essayant de ternir
le fruit de notre travail. Donc c'est porteur, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Il faut continuer à faire des rassemblements comme Elsa elle fait, à faire des productions comme ces belles personnes-là présentes à côté de moi, elles continuent à faire. Et c'est ce qui me booste aujourd'hui, parce que la réalité, c'est vrai qu'elle est difficile. Rien ne laisse penser qu'on va gagner, mais en fait, juste le fait de combattre, pour eux, c'est difficile de voir qu'on combat. Alors que théoriquement, ils font tout pour qu'on ne soit pas là. C'est ça en fait, comment est-ce que je prends la chose. Merci beaucoup. Si je peux peut-être ajouter quelque chose, en fait, c'est ce que tu dis, c'est que c'est symptomatique du fait qu'il y a une véritable lutte, en fait. Il y a une sorte de guerre invisible et elle est réelle et en fait, toi, tu décides de la prendre avec tes deux mains. Deux bras. Enfin, c'est ça que j'entends aussi. On parle de confusion des médias, etc. Mais c'est une lutte réelle, en fait. La version que va donner les médias, c'est pour défendre leur camp. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a toujours deux versions. Dans toutes circonstances, il y a toujours deux versions, il y a toujours deux sons de cloche. Il y a la version officielle et la vraie version. Voilà, comme ça, comment je vois la chose, moi, à chaque fois qu'il y a une violence policière. Tout à l'heure, je parlais de Cédric Chouviat. La vraie version, c'était crise cardiaque. Et derrière, il y a un passant qui a filmé. On a vu que c'était tout, sauf une crise cardiaque. Michel Zecler, là, il est dehors avec nous. Mais s'il n'y avait pas eu les films, il serait au placard. On aurait dit que c'était un criminel qui vendait de la drogue, ainsi de suite. Donc c'est toujours la version officielle et la vraie version. La question de comment t'as fait pour répéter les scènes de danse avec Jiggy. Question légitime, toute question légitime. Avant qu'elle réponde, moi tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Voilà, principalement ça, c'était une des séquences, c'est la séquence la plus difficile à tourner parce qu'on n'arrêtait pas de rigoler tous. Tous, son partenaire de jeu rigolait, le chef-op rigolait, enfin on rigolait tous. Donc on a fait au mieux. On a fait au mieux, ça a été refait plusieurs fois. Mais c'était hyper compliqué pour eux de garder leur sérieux. Mais c'est un super bon souvenir du coup. À chaque fois, je n'aurais pas pu. T'as pas pu danser ou diriger? Non, je n'aurais pas pu danser. Ah bon? Non, bah, à un moment donné, c'est lui qui a pu le faire. Voilà, j'ai fermé mon esprit, je me suis dit, tu sais quoi, je veux pas saboter son film, mais un boogie touche ici, tout ça. Là, je jouais même pas, c'était moi là dans le film. C'est pour ça en fait t'es pas un bon acteur, c'était juste réaliste. Exactement. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, je sais pas. Quand vous... Il n'y a pas beaucoup de filles aujourd'hui. Attends, il y a des micros, tu veux un micro? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire des films qui attirent l'attention. Mais il y a une chose qui change, c'est vraiment ce qu'on en fait derrière. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'acteurs ou de réalisateurs qui vont faire des films sur la misère des personnes et qui vont s'enrichir dessus, qui vont... Voilà. Ce qui est bien avec Jiggy, c'est que Jiggy, il est sincère dans le combat et on le ressent tous les jours. Moi, je l'ai toujours vu dans tous les combats. Je vais juste citer un seul exemple où l'année dernière, quand tu es venu à la marche pour Ribourg, quand je voyais comment tu clamais les slogans, c'était avec cœur et ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est le genre de film qu'on a envie d'encourager, parce que c'est pas le film La Haine. Comme vous le savez, le film La Haine, bah, ils se sont fait leur beurre dessus et la famille, voilà, ils n'ont rien eu derrière que la sœur, elle est là, la famille est là avec ce drame. Donc voilà, franchement, on a juste envie de t'encourager et c'est vrai qu'on est du coup très fiers de ce que tu fais, parce qu'on sent le sincère, hein, comme c'est pareil, parce qu'après vous êtes aussi sur le terrain. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire votre beurre sur la misère et après prier. Malheureusement, c'est un peu ce qu'on voit avec les autres, c'est qu'ils font des films sur nos quartiers, mais on ne les a jamais vus auprès des familles ni auprès de la population qui est directement touchée. Parce que je tiens juste à préciser, donc je sais pas si tout le monde est au courant, mais le film La Haine, il y a vraiment une personne qui est décédée de cette manière. En plus, c'était au commissariat. Macomé. Ouais, c'était là, c'était la Goutte d'Or. C'est là-bas le commissariat. Et là. Et du coup, voilà, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une vraie histoire, une vraie personne qui est décédée, et comme elle le disait dans la question, merci.
En fait, vous allez sur Google, vous tapez Makomé, et vous allez voir, c'est l'histoire qui est racontée dans ce film, La haine. Et donc c'était un policier, un gars à la vue, il s'amusait avec son flingue sur la tête d'un black, comme d'hab, hein. Et là-bas elle est partie. Et donc c'est comme ça que le film a été construit. Et lors de ce drame, sa sœur, Nancy, elle avait 9 ans. Et aujourd'hui elle est avec nous dans les marches parce qu'en fait il n'y a rien eu pour sa famille. Par contre, justement comme vient de dire l'intervenant tout de suite là, ceux qui ont nagé sur cette vague en produisant ce film, bah, je vais aller jusqu'au bout, hein. Maciej Kasewicz et Vincent Cassel, bah, ils ont usé de la situation, de cette violence policière pour devenir des personnes que vous connaissez aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'avant ce film, il n'existait pas. Et justement, comme je disais, les vraies personnes en fait, justement, qui sont avec Nancy, la sœur de Makomé, c'est Saïd, Dagmawi et Hubert, qui sont les vraies personnes issues de ces milieux. Et c'est la société qui a fait ça. Parce que derrière, quand Saïd il a essayé de percer en France, eh ben, il est maghrébin, eh ben, ça glissait pas. Et pourtant, il est parti au State, c'est une figure. Pourquoi au State, il a les compétences, et ici, dans son pays, il n'a pas les compétences? Et pareil, Hubert, vous ne connaissez pas Hubert? Personne ne connaît Hubert. Pourtant, vous connaissez tous le film. Tout le monde connaît Vincent Cassel. Tout le monde connaît Maciej Kasewicz. Pourquoi? Voilà le pays dans lequel on vit. Hein. Moi j'aimerais rajouter, c'est pour ça qu'il faut se déconstruire, c'est tous les jours, c'est pas j'ai appris un aspect et puis c'est bon, non, faut chercher de l'information, faut un peu comme ce que tu as fait, faut aller sur le terrain, mais être sincère dans la démarche, il n'y a aucun instinct de prédation, c'est vraiment capter les énergies et il n'y a que ça qui ressort et rien d'autre. Voilà. Je présente Polo, un boxeur. Tu veux me couper ou quoi? Non, déjà, bonjour. Je tenais à vous féliciter vous quatre pour ce que vous faites, vous deux pour que je respecte beaucoup et la création de ton livre. Merci. Et je tenais à vraiment, ça m'a beaucoup touché votre film parce que moi, j'ai vécu dans une cité à Saint-Denis et j'ai vu les violences policières. Personnellement, j'en ai jamais vécu. Je me suis jamais fait contrôler comme vous l'avez dit pour certaines personnes, mais ça me touche beaucoup. Et j'aimerais vous poser une question, c'est quelle action précise on pourrait faire pour défendre et pour arrêter tout ça, mis à part les marches? Quelle action concrète? L'action concrète pour arrêter ceci, je pense pas réellement qu'elle peut venir de la population, l'action concrète. Une action concrète, non, c'est un ensemble d'actions en fait, c'est un ensemble de conscientisation. C'est par exemple l'action de Didi, l'action de Madame, l'action d'Elsa, c'est un ensemble d'opérations des différentes personnes de la société. Parce qu'en fait, l'action concrète qui pourrait arriver, ça viendrait de l'État. Par exemple, interdire certaines techniques d'interpellation, appliquer cet arrêté qui dit aux policiers qu'on n'a pas le droit de poursuivre les gens en moto. La loi, elle existe, hein. Les policiers, ils n'ont pas le droit, mais ils n'appliquent pas. Et donc, concrètement, ce qu'on peut faire, nous, c'est relayer les réseaux, suivre les réseaux, justement, par exemple, moi, pour le cas de ma famille, mais pour d'autres familles, ici de victimes de violences policières, ils ont tous des réseaux, ils ont tous des pages, vous pouvez suivre, relayer, partager, ainsi de suite, ça va aller chez les gens, ça va les percuter de voir les images, de voir les actions qu'ils font, parce que initialement, on n'est pas prévu pour ça. Moi, je suis quelqu'un comme vous. Moi, j'étais pas destiné à prendre la parole en public. Moi, je voulais juste kiffer la vie. Aujourd'hui, je ne peux plus kiffer la vie. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est toutes ces choses-là. Il n'y a pas une seule chose à faire. C'est déjà, par exemple, prendre conscience que quand il y a des contrôles de police, il faut filmer. Il ne faut pas laisser vos amis tout seuls. Il ne faut pas tourner le dos. Il faut se conscientiser à ce sujet-là. Il faut, comme tu as dit, aller aux marches. Et c'est déjà de très très bonnes choses. Et quand vous subissez les violences, ne laissez pas courir. Il faut porter plainte. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a encore des questions Donc, je me rassure, je suis fatigué, je ne pas. Merci. Bonjour à tous. Déjà, félicitations. Moi, je suis arrivé un petit peu en cours de route, limite à la fin. C'était bien déjà pour ce que j'ai vu.
Non, mais après, je regarde parce que là, pour l'instant, elle est cachée par quelqu'un. Je vais me déplacer. Non, en fait, félicitations à tous. Merci Elsa pour l'invitation. J'ai fait ce que j'ai pu pour arriver à l'heure, mais bon, je suis antillais. Non, mais il ne faut pas se mentir. Voilà, encore un cliché. Je le dis exprès parce que voilà, en fait, on est dans les clichés. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le film, que j'ai vu à la fin, donc félicitations encore, vraiment bien réalisé, c'est qu'on sort en fait du côté. Ouais, je suis cité, je suis Kaira comme on dit, je suis cité, je sais pas danser, je suis cité, je dois aborder une fille. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que moi, j'ai grandi au Franc-Moisin, j'ai 48 ans aujourd'hui. Je vais faire un parallèle après avec le décès de Thibaut. Quand je vois ce que je vois aujourd'hui, je me dis c'est clair qu'il y a quelque chose qui fait que ça avance. Parce qu'il y a 10-15 ans, ça, en fait, les gens, carrément, moi, dans ma série, j'ai grandi, je suis danseur à la base. Les gens ils me disaient ouais elle le Zoulou parce que je me faisais des high top, donc on voyait le crâne rasé, on me disait ouais c'est quoi. J'ai grandi au Franc-Moisin, on était des rebeux et des renards. Mes voisins avec qui j'ai grandi, je mangeais couscous tout le temps, ils mangeaient Colombo. Mais en fait le truc c'est ça, c'est que ces mêmes personnes qui me disaient Zoulou, avec qui j'allais à l'école, bah, quelques années après ils faisaient les mêmes coups que moi. Donc en fait moi j'ai toujours été quelqu'un qui, je suis un médiateur quelque part, je crois que je suis né comme ça, j'avais quoi 10 ans. Je leur prenais la tête en leur disant ouais dans quelques années tu vas faire comme moi, dans quelques années tu vas kiffer le hip-hop, dans quelques années tu vas danser, dans quelques années tu vas essayer d'aborder une fille, parce qu'en fait tu parles, parce que tu vois que quelqu'un sort avec quelqu'un aujourd'hui, mais toi en fait tu traînes qu'avec des gars, et au final quand on te le fait comme réflexion, tu dis ouais mais moi je suis un gars de cité, j'ai pas besoin de meuf, nanana. Et là dans le film, ce que j'ai aimé en fait c'est ce côté où effectivement on danse avec un gars, faut pas se mentir, hein, c'est difficile hein. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est vrai que dans la danse, et moi je milite aussi pour ça, dans la danse hip-hop, on a du mal. Le 2-2, le on se tient, on se touche, on a du mal. Franchement, la société, elle nous a mis dans un carcan, on ne sait pas comment faire, mais on est stigmatisé. Il y a des même pas, c'est pas stigmatisé, on est dans une espèce de. L'autocensure, oui. Voilà, on se dit non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Après, c'est bien parce que ce que tu viens de dire, tu vois, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment toi qui parles, là, c'est plus le jeu d'acteur, mais en même temps, tu n'as pas assez outre. Et tu dis, voilà, maintenant, j'ai un travail à faire, je bosse. Moi, j'ai bossé avec Découflé, la compagnie Découflé, ça a été un choc dans ma vie. La première fois que j'ai vu un spectacle contemporain, ils étaient sur scène, à un moment donné, il y a un train qui passe, il y a des pattes dans un plateau, et un mec, il est tout nu, et il jette des pattes. Moi, je suis resté comme ça, moi, je suis dans ce hip-hop, on était plusieurs, hein, on est comme là. Voilà, stoïque. Pourquoi ils font ça? Et en fait, ces gens-là, ils faisaient tout, ils peuvent danser n'importe quoi. Flamenco, hip-hop, bref. Mais ce que j'ai aimé là, dans ce que j'ai vu, dans le petit moment que j'ai vu, c'est surtout le côté où déjà d'une, il n'y a pas de censure dans la parole. On parle normalement, mais en fait, on comprend ce qu'on dit. Parce qu'il y a des films clichés où, ouais, gros, t'as fait quoi, ça m'énerve. C'est comme dans... Ouais, en fait, on va nous dire après, on ne sait pas s'exprimer. J'ai envie de dire, même si on n'a pas été à l'école loin, même si on a fait beaucoup d'études, on sait parler. On est dans un pays, on a du mal à nous reconnaître comme étant des Français. On est dans un pays où on parle français, on exprime ce qu'on veut en français, et on peut même le faire d'une autre manière. Mais en fait, là, il y avait vraiment quelque chose qui faisait comprendre que c'est un court-métrage, déjà très bien fait. Moi, j'ai vraiment vu un court-métrage, mais il y a ce côté qui ressort. Et après, là, je t'ai entendu parler. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui sait parler. Tu t'exprimes franchement très bien. Tu sais, c'est pas, tu vas pas nous chercher des mots complexes, tu parles de manière à ce que tout le monde te comprenne, et en fait, tu as une diction qui est belle. Ça fait du bien. Tu vois, moi, ça fait du bien. Moi, je travaille en bureau de poste, on m'explique que, ouais, il faut que tu aies cette facilité pour moi, ça ne me dérange pas de parler en public. Je fais des briefs au travail, je travaille au police, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est pas une évidence. Même, c'est ce que je disais quand je t'ai entendu dire, tu n'étais pas prédéterminé à parler en public, tu le fais très bien. Malheureusement, ton prénom, si j'ai oublié. C'est Diané et Diggy. C'est Diané et Enrica, oui, ça j'ai reconnu. Et en fait, encore une fois, je reviens vers toi parce que bon, j'ai félicité Nanka. Là, je te félicite. C'est même pas des félicitations, c'est plutôt, je t'encourage à vivre. Parce que tu as dit, ouais, je kiffe plus la life. J'ai envie de te dire, s'il était encore là, même s'il pouvait te parler, moi j'ai perdu mon frère aussi. C'est lui qui m'a mis dans la danse, tu vois. Il m'a appris les premiers steps, ouais, coupole, là. Moi, je me suis toujours dit ça, j'ai continué à danser en me disant, ouais, il me voit. Je pense que là où il est, c'est quoi, si tu entends dire ça, il peut te mettre un coup.
t'as dit, il s'est tapé contre des gars 2 fois plus balèzes que toi, tu peux sentir la droite arriver, même s'il n'est pas là. Donc continue à vivre, parce que sincèrement c'est dur. Moi j'ai grandi au Franc-Moisin, je ne sais pas si vous avez connu Marcel Gomis. Marcel Gomis, c'était une grande famille à Saint-Denis, au Franc-Moisin. En fait, les premières violences policières, moi je les ai vues là. Il était en bécane, c'est pour ça que quand j'ai entendu ça, j'ai fait waouh. Ah, ça m'a remis 30 ans en arrière, si c'est pas plus, c'est 86 je crois. Il faisait de la moto, bon lui c'était le doyen de la cité, le grand frère de tout le monde. Il y avait des petits, ils voulaient manger des bonbons, tiens va acheter. Il disait des gros mots, hey, fais attention, va à l'école. C'était vraiment le grand frère. Et lui, en fait, il y avait un respect de sa personne envers tout le monde, et tout le monde le respectait. On ne respectait pas la violence, on respectait simplement le personnage. Il dégageait quelque chose d'honnête, de sincère, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, dans ton truc, et c'est ce qu'on ressent, t'es sincère. Et au fait, il s'est fait, comment dire ça, il est pas un motocross, tu vois, mais lui c'est un gars qui aimait, voilà, on sait, il faisait tout ça, course-poursuite, parce qu'à l'époque la loi elle n'existait pas, même si elle existe aujourd'hui, il ne la pratique pas. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est simplement qu'ils ont barré la route, et il est passé par-dessus, il a fait un vol de peut-être 10 mètres, il est mort. Voilà. Et en fait, à ce moment précis, il y a eu une marche, on a été à son enterrement, il y a eu quasiment 2 ou 3 cités qui étaient présentes. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, la différence entre avant et maintenant, c'est que c'est passé sous silence. Là, je dis Marcel Gomis, moi, il y a des noms, effectivement, ça marque. Mais moi, ça m'a marqué parce que j'ai grandi avec lui. Mais dans mon souvenir, j'avais 13 ans, je crois, à l'époque. Ça a dû durer 6 mois. L'année d'après, ça y est, c'est oublié. C'est oublié. Et en fait, moi, je me suis arrêté une fois dans ma vie parce que je sortais de chez moi en courant pour aller prendre un RER. Bien sûr, j'avais quoi, une canette de lait concentré, parce que bon, c'est du sucre rapide, tout ça, bref. On essaie de faire avec ce qu'on a. Et là, j'entends, on m'arrête, on me menotte, et au talkie-walkie, j'entends, ouais, c'est bon, là, c'est un grand noir. Ça m'a marqué toute ma vie. Ça fait, c'est 92. Tous les jours, j'y pense. Dès que je vois la police, c'est le premier truc que j'ai en tête. Et je savais pas ce que c'était qu'avoir des menottes. Je voyais les gens, ils ont des menottes. Moi, j'ai éprouvé de la souffrance, en fait. Parce qu'avoir des menottes au poignet, c'est contre l'os. On t'assoit sur tes fesses et sur les trucs. Les gens ne t'écoutent pas. Ouais, ça fait mal. Voilà. Et arrivé au commissariat, en fait, c'est les petits qui étaient dans mon quartier qui ont dit, on le connaît, il s'appelle Pascal, il fait partie de notre quartier, il danse, il n'a jamais rien fait, c'est pas lui. Mais j'ai toujours, là, tout ce que j'ai eu ce jour-là, c'est de la haine. Je leur ai dit, vous voyez, en fait, votre comportement m'amène ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le quartier, ça ne dérange pas, parce que ça ne dérange personne. Maintenant, quand ça touche autrui, ça fait mal. Et en fait, du coup, je pense qu'aujourd'hui, ton frère, Marcel, d'autres personnes, ils subissent des choses parce qu'en fait, le public et l'État français, ils stigmatisent. Ah, il est noir, il est mauvais. Ah, il est noir, c'est un bandit. Ah, c'est un acteur, il est noir, il fera le bandit. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai vu le petit bout que j'ai vu, quand j'écoute, parce que bon, je vois, souvent, en fait, Elsa, tu postais des trucs et tout, tu disais, ouais, je comprends pas. Et tu avais expliqué, en fait, ce problème avec un journalisme, un truc que tu avais lu et tu n'arrivais pas à l'expliquer, je ne me rappelle plus quand. Mais j'avais lu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, tu te prends la tête. Tu te prends vraiment la tête sur des choses. Ah, des trucs que je voulais publier, tu veux dire Non, tu avais mis quelque chose sur. Moi, je l'avais vu sur Messenger, ouais. Mais tu avais publié des choses, tu vois. Et je me disais, en fait, t'es quelqu'un qui te prend vraiment la tête. Ouais, régulièrement. Ouais, et honnêtement, moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que quand je vois tout ce qui se passe là, et moi, je te connaissais pas, je te connais aujourd'hui par ça, et je suis content. Sincèrement, je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant, pour répondre au monsieur qui a dit oui, quelles seraient les actions, j'en parlais tout à l'heure, ce serait quand même bien qu'il y ait une solution magique. Mais aujourd'hui, effectivement, comme il dit, c'est déjà, il faut parler. Comme là, on est là, il faut poser des questions, parce que des fois, par la question, il y a des choses qui sortent. Vous êtes des personnes publiques, vous pouvez montrer des choses. Moi, j'ose parler parce que je me dis des fois, peut-être que je vais dire un mot, oh, il va rentrer chez, il va dire, ah, mais le gars, il a dit ça, sans pour autant prétendre que tu vas peut-être reprendre mon nom, Pascal Gimard. Voilà, acteur ou pas, danseur. Non, mais sincèrement, il y a des choses qui peuvent sortir et donc il ne faut pas hésiter à parler. Et quand on demande, et quand on vient, d'ailleurs, on fait l'effort de venir, je pense qu'il faut se manifester. Tout comme le 9 octobre, moi, je ne sais pas, j'essaierai, parce que j'ai un autre événement en même temps. Mais en tout cas, je suis tout cœur avec tout ça et sincèrement, je parle beaucoup, mais c'est parce que j'aime ce que je dis et j'aime ce que font les gens. Et là, il y a vraiment un bon travail. Donc, je vous remercie. Pascal. Moi, je trouve pas que tu parles beaucoup. C'est intéressant, donc c'est jamais assez.
tout, moi je ne connaissais pas Marcel Gomis. Vite fait, Elsa, j'ai tilté sur un truc qu'il a dit. Quand on fait face à la police, on ne prend pas assez conscience des dégâts psychologiques que ça provoque en fait. Ça, je ne sais pas si tu veux compléter, mais vraiment ça a une grosse incidence. On se conditionne, à voir cette violence et puis après ça se répercute dans nos vies, ça rejaillit d'une certaine manière, soit dans notre vie personnelle, même au taf. Vraiment, je trouve qu'on ne fait pas assez attention aux dégâts psychologiques, mais même chez les petits aussi. Quand ton petit frère doit te faire contrôler, ou même ton gosse, en fait, tu vois, c'est tout ça qui conditionne la colère qu'on peut éprouver parfois contre cette institution qu'est la police. Mais bon voilà, il faut des grands frères bienveillants comme Marcel Gomis. Moi en tout cas c'est ça qui m'a permis de ne pas péter un câble. Voilà, Booba, Black 10, ce genre d'aînés méritants, moi j'appelle ça comme ça, des aînés méritants qui comment dire, nous poussent à aller au-delà de ça, même si c'est toujours là, hein, et elle est légitime cette colère, elle est légitime. Mais à faire quelque chose, à faire une œuvre d'art de notre vie en fait, et pour moi c'est une des manières de combattre. Ça passe par se connaître soi-même. Mon nom, mon prénom, qu'est-ce que ça veut dire, mon origine, qu'est-ce que ça veut dire, le rap, le hip-hop, ça vient d'où en fait. C'est tout ça en fait, ça nous fortifie, ça nous amène des choses positives dans notre vie de tous les jours, et que ce soit là par exemple en l'occurrence le cinéma ou un autre domaine, on va imprégner tout ça, ça fera que un très beau tableau d'une certaine manière. Donc même dans le mal, en tout cas moi ça m'a permis en tout cas de me remettre en question tout ce qui est des violences policières, etc. Je me suis dit c'est vrai, il y a l'État, voilà, mais nous parfois comment on agit entre nous. Voilà, moi je suis un gars de Grigny, toi t'es un mec des Francs-Maçons, ça se trouve peut-être voilà, il y a déjà eu peut-être des tensions entre nous, enfin des bagarres interquartiers, tout ce qui va avec. C'est ça qui emmène la police aussi parfois. C'est bien l'autocritique en fait, c'est bien, on part en guerre contre voilà, la police, mais parfois nous, comment on agit entre nous. C'est pareil. Voilà, donc c'est bien, avant de partir en cabale contre la police, les méthodes d'étranglement et tout ce qui va avec, regardons-nous comment on se comporte entre nous. Mais je le montre, enfin tu l'as pas vu, mais je le montre un peu dans mon film, le passage dans le grec, c'est ça qui a amené la police en fait. C'est voilà, des mecs du Lotus, des mecs des Rosières, quel bail, enfin ça part en freestyle, c'est ça qui a amené la police. Même si après, à la fin, ce qu'on retient, c'est que eux, ils ont la force létale. Eux, ils ont une force que nous, on n'a pas et qu'ils doivent utiliser, j'ai pas envie de dire, parcimonie ou je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, eux, ils ont le moyen de tuer. Cette force qu'ils ont, ils doivent l'utiliser à bon escient et pas quand ils voient un grand noir comme toi ou un grand rolleux ou même certaines de nos sœurs aussi. Dire les choses avec la c'est plus les mecs qui sont touchés par ça, mais les femmes aussi. Et il n'y a pas plus tard que quelques mois, il y a eu un contrôle, je crois que c'était à Saint-Denis, d'une sœur là qui se faisait contrôler et peloter des seins et tout. Voilà, c'est... Bon bref, je parle beaucoup moi aussi. Allez, je crois que tu voulais dire quelque chose par rapport aux dégâts psychologiques, non? Je crois que c'était moi. Alors déjà, je rebondis parce que ce mec m'avait grandi. Moi, ils sont présents, c'est ça. Et le quartier dont il parle, j'étais au lycée là-bas, et tous les mercredis après-midi, toi et moi, on les passait ensemble et tu me faisais écouter des Busta Rhymes. Tout pas que c'est mieux, tout pas. Voilà. Tu sais que je sais. Et dans l'absolu, tu parlais justement de combat interne, justement, parce que le premier des combats, forcément, il est par rapport à soi-même. Mais ce que je trouve assez cool, c'est que moi j'ai raté les deux films, donc en fait je suis encore pire que toi. Donc rassure-toi, il y a encore pire que toi, je suis plus entier que toi, frère. Voilà. Et le délire, c'est que bon, allez, ces deux disciplines-là surtout, mais dans toute discipline, de toute façon, il y a ce combat-là, dans la recherche des pas, parce que tu dois te soumettre à une rigueur et à un rythme. Dans la boxe aussi, et ça de toute façon, tout combattant doit apprendre à souffler avant d'envoyer le coup, sinon c'est chaud. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous le rappelez, et c'est bien, on ne le rappelle pas assez souvent, très souvent, que ce soit des courts, des moyens ou des longs métrages, on a un film avec une femme
un qui reste en suspens. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que tu parles de tes combats, tu parles de ce qu'il y a rapporté. Tout à l'heure, tu faisais un rapprochement avec justement ces gens qui restaient à Gianni, je crois, c'est ça. Tu faisais un rapprochement par rapport au fait qu'il y a ces gens qui militent au cinéma et qui ne militent pas dans la vraie vie. Ce qui a permis à Apollo, c'est ça, de rebondir pour justement s'interroger et vous interroger. Et le truc même, quand tu parlais de ces deux personnes, j'irais même un peu plus loin, c'est qu'ils font partie aussi d'un collectif qui disait ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on aimerait que la justice fasse avec la police. Voilà, ça y est, j'en viens enfin au sujet. C'est qu'on aimerait que ces crimes, parce que ce sont des crimes qui soient supposés innocents jusqu'à ce que le jugement soit rendu, ou pas d'ailleurs. Moi aussi. T'as vu comment il boxe? Tu préfères Sensei que Boaka? Moi aussi. Soutien et un thé. Un soutien. Je sais plus écrire. Il y a des gens je sais plus écrire. Bah un thé pour soutenir, bref. Merci Ingrid. Tu me sauves l'honneur. Ah putain. Ça y est, pour Pascal.